Molt bona nit. Dir Vladimir Nabokov és dir Lolita. Parlar de Lolita, d'una Lolita, evidentment és tenir de seguida al cap nostre el referent literari de Nabokov, que va escriure aquesta novel·la. Aquests especials que fem del programa Millennium lligats en l'entorn del programa francès Apostrophe de Bernard Pivot, avui fem la segona edició i la dediquem precisament a Nabokov. Aquesta és l'entrevista que veuran d'aquí no res, l'entrevista de Bernard Pivot amb Nabokov i que va emetre aquest programa de la televisió pública francesa, de France 2 en concret. El senyor Pivot, com cada nit, ens acompanya i ens explica alguns d'aquests detalls sobre aquesta entrevista. Bona nit, senyor Pivot. El senyor Nabokov mai havia anat, que jo sàpiga, a un estudi de televisió. Com el va convèncer vostè perquè hi anés? Il avait une expérience de télévision de langue anglaise, un entretien qui s'était d'ailleurs, je crois, pas très bien passé. Et j'étais jeune, le Apostrophe commençait, je venais de recevoir Solzhenitsyn et je me suis dit, Nabokov va publier en français la traduction de son grand roman Ada ou l'ardeur, pourquoi ne pas essayer? Tout le monde m'a dit, mais non, c'est pas la peine, il refusera, il veut pas d'interview, il veut pas de la télévision, il a horreur de ça, c'est un vieux bougon maintenant. D'ailleurs, il vit en Suisse, dans le palace de Montreux, avec sa femme, repliée, c'est un misanthrope, tu n'as aucune chance. J'étais jeune, je me suis dit, allons-y. Donc j'ai appelé et j'ai obtenu un rendez-vous, je me souviens très bien, à 15 h. Et je suis arrivé au palace de Montreux, j'ai été accueilli par Madame Nabokov. Et Vladimir Nabokov terminait sa sieste. Donc on a parlé pendant un quart d'heure avec Madame Nabokov dans un immense salon où nous étions tout seuls. Et nous avons bu le café. Et ça s'est très bien passé avec Madame Nabokov, qui avait une influence considérable sur son mari. Et puis Vladimir est arrivé, moi évidemment j'étais un peu tremblant, inutile de vous le dire, devant ce grand personnage, immense personnage, par parenthèse, que l'Académie Nobel a oublié. C'est un ratage inouï de l'Académie. Nabokov est l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, bien entendu. Alors, il est arrivé, nous avons commencé à parler, et à ce moment-là, dans cet immense salon, on a entendu des bruits de piano, non pas quelqu'un qui jouait, mais quelqu'un qui appuyait sur des... Et c'était l'accordeur de piano. Alors Nabokov a dit, mais c'est intolérable, alors quittons. Alors on est allé dans un deuxième grand salon, immense, où nous étions tout seuls encore, dans un petit coin, et on a transporté le café, ou le thé, Nabokov buvait du thé, alors on a commencé à parler, parler de littérature, et à ce moment-là, on a entendu de nouveau toc, 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 des pianos. Il y avait un autre piano dans le deuxième grand salon, etc. Alors Nabokov a dit, mais c'est intolérable. Il faut dire que Nabokov détestait la musique, enfin il n'aimait pas beaucoup la musique, c'était pas sa culture la musique, il n'avait pas une très bonne oreille, et donc un peu excédé. Et c'était une sorte de scène nabokovienne où la culture tout d'un coup vient déranger des gens qui sont en train de parler. Nous sommes allés dans un troisième grand salon où nous avons bien veillé à ce qu'il n'y ait pas de piano, ne pas être dérangé une troisième fois. Et donc nous avons parlé, c'était assez drôle, je ne savais pas s'il fallait rire ou pas. Et puis à un moment, donc je me suis lancé, j'ai dit, accepteriez-vous de venir dans mon programme? Alors évidemment, il ne le connaissait pas, l'émission n'existait que depuis 4 mois, et donc ce n'était pas le prestige de l'émission qui pouvait l'inciter à venir, mais je devais avoir une tête sympathique, il m'a dit oui, mais à une condition. Condition, c'est que vous m'envoyez toutes vos questions par écrit, et je vous enverrai les réponses par écrit. Et il faudra me poser toutes les questions que j'aurai retenues, et je lirai toutes les réponses. Si vous n'acceptez pas ça, je ne viendrai pas. Alors évidemment, je devais répondre tout de suite. C'est contraire à la profession de journaliste. On n'accepte pas de proposer les questions à l'avance et surtout de répondre par écrit, d'accepter que quelqu'un vienne à la télévision pour lire ses réponses. Mais Nabokov, je me suis dit, attends, mon petit Bernard, mais tu as en face de toi l'un des plus grands écrivains du siècle. Tu ne vas pas dire non pour tes principes. Mets tes principes dans ta poche, oublie-les. Et alors j'ai dit, mais oui, bien sûr, monsieur Nabokov, bien sûr. Ah ben alors très bien. Alors dans ce cas-là, je suis votre homme. Et voilà comment il a accepté. Alors il fallait en plus se faire venir à Paris.
de faire venir à Paris. Ça n'était pas facile parce qu'il n'aimait pas trop bouger. Mais enfin, il est venu. Et puis, donc, ça s'est passé comme ça. J'ai envoyé les questions, il y a répondu. Donc, je connaissais les réponses avant même de faire l'émission, ce qui est quand même une chose tout à fait curieuse et bizarre. Et puis, il m'a demandé autre chose. Il m'a dit, votre émission est longue, 1h15, il faut que j'ai besoin de boire un peu de whisky. Mais je ne voudrais pas donner au public français l'image d'un écrivain russe, américain, un peu alcoolique. Je ne voudrais pas encourager les Français à boire du whisky. Donc vous mettrez le whisky dans une théière, puisque le whisky et le thé ont la même couleur, et de temps en temps vous me direz, Monsieur Nabokov, un peu de thé vous ferait-il plaisir? Et d'ailleurs, vous verrez dans l'entretien que je propose du thé à monsieur... O sigui que la tassa de te que té ell a la taula és whisky. Ah oui, oui, c'est complètement du whisky, bien sûr. Je lui sers du whisky. Il boit du whisky, il ne boit pas. Il en boit très peu. Mais ce n'est pas du thé que je lui sers. Je lui sers du whisky. Voilà, ça, là aussi, c'est très nabokovien. C'est une sorte de prestidigitation. Il ne faut jamais oublier que Nabokov a été un prestidigitateur, un illusionniste. Il était très fort dans la manipulation. Et d'ailleurs, toute sa littérature est aussi une littérature de manipulation des esprits, des cœurs, du sexe. Et donc, je pense qu'il détestait Freud parce qu'il a considéré que Freud était un plus grand manipulateur encore que lui. És el manipulador que no li agraden els manipuladors, perquè no tan sols això, sinó que en alguns altres llocs també ha escrit comentaris sobre alguns d'aquests mags que ell havia vist quan era adolescent i que els tenia encara en el record i no li agradaven gaire. Sí, són els grans contrasentits a vegades dels grans personatges. No li va posar cap més condició? Non, il ne m'a pas donné d'autres conditions, simplement il savait qu'il y aurait du public, il savait qu'il y aurait des photographes, il acceptait tout ça de bon cœur. Et après l'émission, et alors on a bu un verre, il a accepté volontiers tous les photographes qui étaient très nombreux ce soir-là, bien entendu, parce qu'on n'a pas l'occasion de photographier Nabokov souvent. Et après, je me suis félicité, bien entendu, d'avoir accepté, contre mes propres principes, contre vos principes, de faire une émission comme celle-ci, parce que c'est le seul document que nous ayons. C'est le seul témoignage de Nabokov à la télévision et il est mort 2 ans après. Vostè és conscient que és un privilegiat, vostè personalment, perquè... Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, oui, je suis un privilégié. Et encore un détail amusant, je me rappelle, c'est que Solzhenitsyn était venu à l'émission 2 mois auparavant. Et à ce moment-là, j'avais dans mon émission des fauteuils très moelleux, très moelleux, où on s'enfonçait. Et Solzhenitsyn, voyant les fauteuils, a dit non, je ne veux pas, je veux une chaise dure. Je veux une chaise dure. Alors bon, on lui a apporté une chaise, effectivement un fauteuil où il était cambré, etc. Et puis, vous savez, à la télévision, pour renouveler le mobilier, c'est long. Il faut autorisation, il faut débloquer de l'argent. Et donc, quand Nabokov est venu, on avait encore ce mobilier. Et là, quand Nabokov a vu ça, a dit « Ah non, 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 je veux une chaise dure ». Alors, je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce qui unit Solzhenitsyn et Nabokov, ces 2 Russes exilés, c'est le siège dur. Et donc, nous avons installé Nabokov sur un fauteuil dur. En aquests seients durs va tenir lloc l'entrevista, una entrevista que ara, amb molt de plaer, amb molt de gust, els hi deixarem veure. La tenim preparada ja. Han de saber també tots vostès que és aquelles entrevistes que val la pena tenir. Jo els diria que, a part d'escoltar-la ara detingudament, la traducció l'ha fet un altre escriptor, que és Lluís Maria Tudó. També la tenen a les botigues, a les llibreries, i la poden comprar. Els monogràfics d'Apòstrof, les entrevistes de Bernard Pivot i aquesta de Vladimir Nabokov, que veurem tot seguit. En avril 19, 3 familles de Nabokov, celle de mon père et celle de ses 2 frères, furent obligées à quitter la Russie via Sébastopol, vieille forteresse de l'infortune. L'histoire de ma vie, donc, ressemble moins à une biographie qu'à une bibliographie. 10 romans en russe, entre 25 et 40
et 8 romans en anglais entre 40 et aujourd'hui. C'est en 1940 que j'ai quitté l'Europe pour me rendre en Amérique et y devenir professeur de littérature russe. C'est ça. Une excellente histoire. Je vous remets un peu de thé. Oui, un peu de thé. Il est un peu fort, vous savez. Ça va comme ça. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et j'ajouterai toutefois que mes meilleurs romans n'ont pas une, mais plusieurs histoires qui s'entrelacent d'une certaine façon. Par contre, le bon lecteur d'Ada ne trouvera rien de particulièrement morbide ou rare dans le cas d'un garçon de 14 ans qui s'amourache d'une fillette compagne de ses jeux. Ils iront trop loin, certes, ces deux adolescents, et le fait qu'ils sont frères et sœurs va créer par la suite des difficultés que le moraliste prévoit. J'apprécie Freud beaucoup en sa qualité d'auteur comique. Comique, oui. Ah oui. Les explications qu'il fournit des émotions de ses patients et de leurs rêves est d'un burlesque incroyable. Il faut le lire dans l'original, d'ailleurs. Le jeu de mots sérieux, comme je l'entends, n'est ni un jeu de hasard, ni un simple agrément du style. C'est une nouvelle espèce verbale que l'auteur émerveillé offre au mauvais lecteur qui ne veut pas regarder, au bon lecteur qui aperçoit tout à coup une facette toute nouvelle de la phrase chatoyante.